Voilà. Et puis, autre chose aussi, c'est que le régime, c'est vrai qu'il y avait des arrestations aléatoires, mais en même temps, il était très très intéressé par la terrorisation des activistes très politisés, les jeunes dans les partis un peu clandestins, les gens des communautés locaux. Ces jeunes de mouvements non violents, ils voulaient à tout prix les emprisonner parce qu'ils étaient les plus dangereux pour eux. À ce moment-là, il a libéré des djihadistes de la prison du Sedmine, par exemple. C'est très très clair dans son jeu mental. Après, on a eu, alors voilà, il y avait un départ massif de ces activistes du pays, et puis les barrages, le checkpoint partout et la terreur. Donc ce mouvement s'est diminué un peu, et là on arrive à une deuxième phase. C'est la phase des hostilités, bombardements sur les villes, assiègement des villes rebelles, dites rebelles. Et à ce moment-là, les anciens activistes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et ce mouvement, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, les activistes qui sont dans les régions ou dans les quartiers sous le régime sont devenus des aides humanitaires, des agents d'aide humanitaire, en fait. Parce que le déplacement de la population, le désastre humain et tout, il fallait faire face à ça. Donc, on était dans l'urgence et dans l'urgence de l'aide humanitaire. Sans parler de la confiscation de cette énergie par les ONG. Je n'ai pas le temps d'en parler. C'est très révoltant, mais je n'ai pas envie d'en parler parce que je n'ai pas le temps. Les activistes dans les zones rebelles à l'intérieur, qui sont devenus assiégés et affamés aussi, eux aussi, ils étaient dans l'urgence. Donc dans l'aide humanitaire, comment avoir des financements pour la nourriture, pour les services étatiques qui sont coupés maintenant, parce que plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de médecine, il n'y a plus rien dans ces zones. Donc eux aussi, ils sont devenus dans l'urgence pour faire face à ces catastrophes. Troisième phase, mais il y avait une euphorie quand même. Donc c'est les réflexions par exemple, des conseils locaux ont commencé à ce moment-là. Et là, il faut rendre hommage à un des fondateurs, qui est Omar Aziz, et qui est mort dans la prison après. C'est une amie de Moulay Boukchin. Oui, c'est quelqu'un qui était en France, en Arabie Saoudite, assez aisé, mais il était très influencé par Rosa Luxembourg et la démocratie directe, participative et tout ça. Et il a commencé à mettre en œuvre ça, en fait. Avec les jeunes de ces zones assiégées, il essayait de s'infiltrer et il a mis en place ça. Et là, on arrive à la troisième phase. C'est les brigades et les forces islamistes dans ces zones assiégées et dans ces zones rebelles. Et là, encore une fois, ils ont un autre type de pression. Donc, ils veulent donner le mot de l'ordre dans ces zones. Les activistes, encore une fois, ils sont menacés, tués parfois, assassinés par ces forces. Et puis, il y a aussi des facteurs culturels. Donc, qui va être représenté dans ces conseils locaux? Donc, c'est les notables de la ville, non pas les notables, les activistes. Donc, il y avait ce chaos, pour ne pas dire un autre mot. Et puis, et les forces islamistes, Daesh aussi, a commencé à être très présent ici. Bon, en urgence, peur de la pression et tout. Malgré cela, moi je vais conclure très vite, mais il y avait toujours cette force de résilience chez les Syriens, mais qui ne va pas durer ou prédurer longtemps après, je ne crois pas. Je crois à Gramsci, à Pinar Selek, mais pessimiste du cerveau, optimiste de volonté. Je veux bien, mais moi je crois très honnêtement que pour avoir la volonté d'agir, il faut être objectif et voir le factuel. Il faut s'avouer victime aussi, ça c'est très important. Bon, je vais noter qu'est-ce qu'il y a comme mouvement de résilience. Par exemple, un avocat syrien qui s'est exilé après 3 arrestations, et le total de ses années de prison avec ses frères et sœurs dépasse 100 ans, parce qu'ils sont nombreux dans la famille. Donc il s'est exilé en Allemagne et il a comme Anwar al-Bunni, je lui rends hommage, il a commencé à réfléchir, il a essayé de défendre les activistes prisonniers
et tout. Il a commencé à mettre en place un système de mouvement de droit, parce que ça aussi c'est une façon de résister, donc travailler le droit, et je vous invite vous aussi à travailler ça. Le droit, c'est quoi le droit international? Donc, pour moi, ça n'a pas de sens, les Syriens s'en moquent un peu. Il y a aussi la documentation de la violation qui est faite par les jeunes jusqu'à ce moment-là. Les violations faites par le régime, mais aussi par les forces islamiques, Daesh et tout. Il y a l'écriture massive qui a commencé. Donc moi, je fais partie de ça. Je commençais à écrire, mais pas seulement moi. Il y a plein de monde qui ont commencé à écrire. L'humour. Donc il y a une écrivaine syrienne formidable, Rasha Abbas, qui a fait un blog qui s'appelle Daber l'Alternatif. Daber, c'est la revue de Daesh. Parce que Daesh, il a des revues aussi, à Raqqa et tout. Et Rasha, elle a fait un blog qui s'appelle Daesh. C'est la satire noire, très très noire, mais très humoristique aussi. Et voilà, elle donne des recettes, comment décapiter proprement et tout ça. Donc elle parle de Daesh et ses manières de faire. Il y a les casques blancs. Je ne sais pas si vous avez entendu de ces gens de défense à Alep, des secouristes et tout ça. Il y a des femmes à Idlib qui essayent d'organiser des comités de politisation. Donc ils font la culture politique à d'autres femmes pour être présentées ultérieurement. Donc ça existe, l'énergie de la résilience, elle est toujours là. Mais moi, je ne suis pas très optimiste avec ce degré de violence, ça va continuer. Parce qu'il y a des peuples qui sont extincts, il y a des génocides qui ont dépassé les millions. Et moi, je vois que tout le monde est incapable. Tout le monde est syrien pour ce cas. Alors, on est incapable d'arrêter cette situation en Syrie. Ce que j'ai envie de dire, que pour respecter le slogan de Gramsci, il ne faut pas permettre que ça arrive à ce point de violence. Nous tous, on a ce devoir de ne pas accepter que ça arrive à ce degré de violence. Le Syrien est en train de disparaître. Peut-être il va vivre biologiquement dans le DNA, mais l'esprit syrien est en train de disparaître avec tant de violence. Merci. Les nouvelles Antigones. Je te laisse de raconter, de nous expliquer les nouvelles Antigones et les formes de solidarité que vous essayez de construire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Okay. Quitte l'obscur et viens devant nous un moment en ami, avec le pas léger de la résolue, effrayante aux effrayants. Détournée, je sais comment tu redoutais la mort, mais tu redoutais plus encore une vie indigne. Et tu n'as rien épargné aux puissants, ni transigé avec ceux qui sèment le trouble, ni jamais oublié une honte, et sur leurs crimes, aucune herbe n'a poussé. Je te salue. Bon, c'est avec ce poème que je voulais vous saluer. Wow. Parce que ce poème de Bertolt Brecht parle de Antigone, et ça va être un peu le fil conducteur de cette intervention, mais c'est aussi ce poème qui a inspiré notre projet, Les Nouvelles Antigones. Mais en même temps, avant de parler de ce projet, elle m'a demandé de parler un petit peu de moi, parce que bien sûr, le titre Résistance non violente et solidarité transnationale, quand on parle de non-violence, on pense d'abord à la violence. Donc il fallait que je mette tout ça dans l'ordre. Et quand tu m'as dit quelque chose sur toi, donc je voulais commencer avec une autre citation de Hannah Arendt, donc, que tu connais bien aussi. J'adore. Ça me parle beaucoup et ça va un peu résumer peut-être mon trajectoire avec ce projet collectif. Elle dit dans un poème « Heureux celui qui n'a pas de patrie ». Moi, personnellement, ça me parle. Je sais que c'est l'opposé peut-être de beaucoup d'exilés et de réfugiés, mais en tout cas, je peux me décrire de cette manière en disant que grandi entre la Turquie et l'Allemagne, j'ai vécu aussi en Syrie pendant une période, en Espagne, et maintenant je vis actuellement en France. Donc,
Commençons avec la violence. Pour moi, la violence a plusieurs visages. Donc, comme beaucoup de gens entre vous aussi, c'est-à-dire il y a la violence physique de la famille ou de l'entourage, la violence des de conventions imprimantes, de la société turco-arabe. Donc, moi, je suis originaire d'Antioche. C'est à la frontière de la Syrie. On est à 12 km de la frontière. Donc, on est à 60 km de Halep. La violence d'un État militaire, donc j'ai connu aussi le putsch, j'avais 8 ans quand il y avait le putsch militaire en 80 en Turquie. La violence déracinement ou de l'exil, comme on veut dire, et la violence du racisme ordinaire, ou du racisme simplement. Je pense que je me rends peut-être même plus compte en fait, mais ça fait partie certainement de ce trajectoire. Donc c'est ici en France que je me suis aussi rendu compte d'une chose, que j'ai toujours fait partie de la minorité. Je ne sais pas ce que c'est de faire partie d'une majorité ou d'une hégémonie. Mais j'ai eu 43 ans quand je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire, en tant que membre de la minorité donc arabophone, donc nous on est des Nusayri, Alevi quoi. Je ne vais pas rentrer dans cette communauté, c'est une hérésie dans l'islam. Après, donc, en tant que fille d'immigrés en Allemagne, là où j'étais considérée comme une Turque, donc Gastarbeiter, comme on appelle les gens qui sont arrivés dans les années, entre les années 60 et 70, les travailleurs invités. On pensait qu'ils vont rentrer après, parce qu'un invité, il repart. Sauf que la plupart, ils sont restés. Et puis, ici en France, je suis une étrangère étrange où, bien sûr, on veut me caser quelque part, c'est clair. Mais tu es allemande, tu as la nationalité allemande, donc c'est toujours compliqué de dire oui, en fait, c'est vrai, je suis allemande, mais en fait, je viens de Turquie, mais en fait, je ne suis pas turque parce que dans tout ce discours, il est maintenant résolu. Pour moi, je suis post-identitaire et transmigrant. Donc après, il y a encore une autre minorité à laquelle j'appartiens. Bon, je suis une femme, quoi. Donc, majorité. Enfin, voilà, majorité. Donc peut-être on peut dire que, en parlant des femmes, bien sûr, la condition des femmes m'a toujours intéressée, ça m'a beaucoup marqué. Les femmes ont joué un très grand rôle dans ma vie, en commençant avec ma grand-mère qui est analphabète, mais je pense elle est féministe sans le savoir. C'est net aujourd'hui, mais je ne comprenais pas ça quand j'étais petite. Et puis, il y a ma tante qui m'a élevée parce que j'étais loin de mes parents. J'étais envoyée en Turquie pour étudier en Turquie, alors que les parents sont restés en Allemagne pour travailler, etc. C'est quand même assez classique de cette époque pour filles d'immigrants. Et après, la violence de l'exil, j'aime pas parler de l'exil entre guillemets parce que même comme Behrous, c'est compliqué de l'intellectualiser. Il y a un mot que j'avais trouvé en lisant Edward Said, je sais pas, peut-être je l'ai composé, c'est enracinérance. Ça me parle beaucoup parce que on est dans un mouvement et il y a l'enracinement et il y a quand même l'errance parce que c'est comme une vie de nomade. Mais qu'est-ce qui se passe dans ça? C'est pas si tragique que ça, enracinérance. C'est le contraire, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui naît de ça. Et pour moi, c'est le désir de connecter tout avec tout, que ça soit dans les langues, dans les cultures, les gens, les rencontres que je fais, et peut-être dans cette volonté, en fait, dans cette condition d'enracinérance, il y a déjà la vision transnationale qui s'impose. On est déjà dans une espèce de transnationalisme, entre guillemets. Donc, et les rencontres, c'est ça qui donne un sens à ma vie. J'ai la possibilité de le dire ici. Et ce qui est très important pour moi, c'est la solidarité, ça me parle. On a peut-être peur aujourd'hui, c'est ringard de parler de solidarité, ça n'a presque pas de sens. Ou fraternité. J'ai envie de parler de sororité. Avec tout le projet, je pense que c'est ça, on parle de la sororité, où on englobe aussi les frères dedans, hein, effectivement. Et donc, pour réfléchir
réfléchir à comment présenter ce projet très clair et très vite, je me suis dit que c'est peut-être ça, c'est-à-dire c'est entre le projet, le trajectoire personnel et le croisement entre un projet collectif. Donc, le titre de notre projet initial, qu'on a créé il y a quelques années à Marseille, s'appelle Les Nouvelles Antigones de la Méditerranée. Mais j'avais oublié qu'on avait un sous-titre. Le sous-titre s'appelait Les Nouvelles Antigones de la Méditerranée ou Comment résister aux obscurantismes du XXIe siècle. Donc, c'est la figure d'Antigone qui nous a inspirés. Bien évidemment, nous nous sommes intéressés pour la première partie. Si vous connaissez la pièce, la dernière partie ne nous intéresse pas beaucoup parce qu'elle meurt. Mais nous, on s'est intéressés pour la première partie et notre désir, c'était, en le créant à Marseille, de renforcer la création au féminin. Donc, ça a commencé en fait avec un projet artistique musical en mettant en musique des textes inédits, des poèmes, des femmes vivant aujourd'hui que nous avons sélectionnées, mais qui n'étaient pas encore édites ou traduites. Il était important pour nous de prendre vraiment des textes contemporains. Et il était aussi clair pour nous dès le début qu'il s'agissait d'un projet artistique engagé et féministe. Donc, en sélectionnant des textes, donc, entre-temps, bien sûr, j'avais connecté des musiciens, des artistes, j'avais une idée déjà qui est-ce qui va jouer, comment, parce qu'il était important que ce soit des musiciens qui viennent de différents pays. Donc, j'ai invité une DJ et sound designer de Berlin que je connaissais depuis l'Allemagne, qui est turco-allemande, et je savais que je voudrais un jour la faire rencontrer une chanteuse marseillaise, Sylvie Paz, qui a des origines espagnoles, et c'est né comme ça, c'est-à-dire c'est des rencontres avec des femmes, de ces figures, où on a créé autour d'elles un spectacle qui s'appelle La Nuit d'Antigone. Donc, comme je vous disais, en sélectionnant des textes, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une nouvelle forme qui avait vraiment beaucoup, une vraie influence sur le net. C'était le blog finalement. C'était une façon d'écrire très sauvagement, très spontanément et aussi d'une façon de toucher très vite un public différent aussi. Donc, on avait envie de l'intégrer aussi dans la composition, dans la mise en musique. Donc, je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples très vite, mais il s'agit, pour résumer, des textes résistants, des textes qui parlent de la lutte au quotidien. On a des textes qui parlent de la crise en Espagne, on a peut-être oublié les gens SDF, les gens jetés à la rue. Donc, ce sont des femmes qui écrivent de leur quotidien. Il y a des textes sur la Syrie. Donc, il y a des textes aussi de Nesrine, elle fait partie des Antigones. Il y a aussi des textes qui parlent de l'amour, bien évidemment. Donc, justement, des femmes d'aujourd'hui. Et pour nous, Antigone était tout le temps le fil conducteur. Donc, je vous explique juste le lien, comment on comprend mieux le blog, pourquoi c'était très important pour moi. Femme, sœur et simplement citoyenne de Thèbes, la légende de ce personnage grec antique parle de l'imbrication de l'intime et du public, de l'existence privée et de l'histoire qui est en train de se faire, qui est en train de se passer. Donc, ça c'est cette inspiration pour cette figure Antigone. Puis il y a aussi l'Antigone de Henri Bouchot. Henri Bouchot, c'est un psychanalyste qui avait écrit un très beau roman sur Antigone. Sauf que dans ce roman, elle est sculpteuse aussi. Elle n'est pas seulement la sœur la sœur de Léon, comment il s'appelait déjà? Et du coup, c'était très intéressant qu'elle a ce combat de citoyen, mais elle est aussi artiste entre temps. Donc plus que nous plongions dans ce destin d'Antigone, plus nous prenions conscience de sa pertinence pour notre époque contemporaine. Par exemple, une petite citation de George Steiner. Il dit, comme aucun autre personnage théâtral, Antigone incarne cet être radieux d'aucun temps et qui s'élève contre un pouvoir despotique. Et donc, dans la figure
de la blogueuse, de la cyber-activiste, on trouve Antigone. C'est-à-dire, ces blogueuses, ces cyber-activistes, elles défient le pouvoir dictatorial, elles défient avec leurs textes un système économique ou la société dans laquelle elles vivent en créant leur blog. Et puis, il y a aussi quelque chose chez Antigone, c'est quand on dit toujours on est dans l'obscurantisme, il y a quelque chose de luciole, comme chez Pasolini. C'est-à-dire, c'est une énergie. Antigone, vous vous souvenez, quand elle va essayer d'enterrer son frère, la lune l'éclaire et là, Goethe, il dit, par exemple, la nuit voit son acte magnanime, la nuit éclaire son intention. Donc, on croit que ces femmes, ces blogueuses, ces poétesses qui lancent leurs paroles sur Internet, elles sont vraiment des lucioles. Parce que les lucioles, ça nous aide aussi à comprendre cette auto-énergie. D'où vient cette lumière? On ne comprend jamais, on voit une luciole. Donc, il y a quelque chose d'une énergie qui vient des entrailles, on peut dire ça peut-être. Comme je vous ai dit, on peut voir ce projet comme au croisement entre le politique et le poétique. Et donc, ce spectacle qu'on avait créé tourne. J'ai pas le temps de vous montrer des extraits de la musique, mais on peut l'écouter à la fin si vous voulez. Après, il y a des vidéos et tout ça. Par contre, il a donné, en fait, ce spectacle, en fait, ce projet artistique a ébauché sur une plateforme qu'on a créée. Et cette plateforme, elle relie les différentes voix des blogueurs. C'est-à-dire, il fallait quand même traduire ces textes à un moment donné. On pouvait les mettre en musique. Notre chanteuse, elle chante en espagnol, elle peut le chanter en anglais ou dans une autre langue. Par contre, pour le public français, il nous fallait avoir une agora numérique. Donc, on a créé les Nouvelles Antigones. Et donc, du coup, là, vous allez trouver, je vous présenterai tout à l'heure, les différentes femmes, des poétesses, des blogueuses de différents pays qu'on a traduit et elles se sont rencontrées aussi à travers les tables rondes qu'on a organisées dans différentes villes de Méditerranée. Donc là, je suis du coup dans le transnational. Et on a pu créer des mouvements comme ça, avec au Maroc, à Istanbul, à Boussa, nous partons à Marseille, à Toulon, nous partons en décembre en Tunisie. C'est-à-dire, nous ne voulions pas seulement ce spectacle artistique que vous savez qui tourne et qui passe comme un concert, mais non, il y avait aussi toujours les tables rondes où nous invitons les blogueuses qui font partie des Nouvelles Antigones, qui vont intervenir, c'est-à-dire c'est cette dernière génération des féministes que nous voulions faire entendre. Par contre, nous avons des marraines qui nous soutiennent, c'est-à-dire ces marraines, Penal Selek, tu fais partie de ça, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu es marraine des Nouvelles Antigones. Oui, j'ai fini. Et du coup, il y a Leila Chahid qui est notre marraine des Nouvelles Antigones, donc elle est dans les grands lancements des tables rondes et tout ça, elle est là. Par contre, j'ai dit non, Leila, tu ne te parles pas, tu es dans le public, parce qu'il y a des jeunes qui vont parler. Par contre, elle fait soit l'introduction ou soit une mise en perspective à la fin des tables rondes. Donc, pour nous, c'est une tentative de penser et de comprendre le monde violent et effréné dans lequel nous nous trouvons. Peut-être c'est aussi un essai de dire, du point de vue féministe, que his story becomes her story. C'est peut-être ça aussi, mais au niveau artistique, mais aussi au niveau politique. Juste 2 minutes. Je pense que c'est très important que tu parles aussi de ton projet d'entraîner des femmes à écrire dans la création. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est dans la perspective de... Oui, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire, on a donc, le spectacle qui est présenté comme un grand événement. Donc, le concert s'appelle La Nuit d'Antigone. Et puis, il y a l'événement qui est les Nouvelles Antigones, où on a 2 tables rondes et on propose des ateliers. Et dans ces ateliers, s'adressent aux jeunes femmes ou aux femmes qui ont envie d'écrire. Donc, on organise des ateliers d'écriture, on organise des ateliers de blogging,
C'est-à-dire de trouver son propre style, de trouver son propre... Comment créer son propre blog, qu'est-ce que ça veut dire être blogueuse, comment éviter la censure, comment éviter l'harcèlement via le net, etc. Là, on travaille avec des vrais cyberactivistes qui sont professionnels, qui font partie de notre équipe. Et puis, il y a aussi un atelier de DJing, parce que DJI de Berlin, elle organise des ateliers pour les filles jeunes ou plus âgées de DJ. On apprend de devenir, on devient vraiment DJ après 5 jours. C'est possible. Donc, pour finir, parce que, est-ce que j'ai le temps de montrer le site ou pas? Non. Ok. Donc, sur le site, vous pouvez aller voir le site. Vous allez trouver une Palestinienne, par exemple, qui va parler d'une pilote qui faisait partie des forces arabes qui ont bombardé Daesh. Elle questionne est-ce que c'est du féminisme ou pas, ou est-ce qu'elle n'est pas sous une autre force. On a des textes de Nisrine, donc avoir 36 ans en Syrie. On a une poétesse, malheureusement elle n'a pas pu se connecter, ça ne marchait pas avec le Skype, mais une poétesse et blogueuse tunisienne dont les textes sont lus pendant le spectacle de la Ligue d'Antigone. On a une journaliste espagnole qui était chef rédactrice d'un journal, qui a été licenciée, jetée à la rue pendant la crise et qui est revenue à une écriture personnelle, non rémunérée en tant que blogueuse et où elle a raconté sa descente aux enfers en Espagne. Donc elle s'appelle Cristina Payares et son texte par exemple, c'est une chanson, ça fait partie de notre répertoire. Et pour finir, Voilà. j'avais préparé 1 heure d'intervention, mais il fallait le couper en 15 minutes. Donc, non. Du coup, cette invitation, je te remercie. Parce que des fois, vous faites un projet comme ça dure des années et vous ne comprenez pas vraiment la mission de ce projet. Parce que vous dites à quoi ça sert, c'est super difficile de relancer, de faire connaître ce projet. Et le regard de l'extérieur est très important et ça donne un sens et un nom aussi. Jusqu'aujourd'hui, enfin jusqu'à cette invitation, je ne savais pas qu'on avait créé un projet ou une alternative de résistance non violente. Et que c'était automatiquement transnational. Et bien évidemment, la solidarité joue un très grand rôle. Donc, pour finir. Merci beaucoup, Philippe. J'avais envie. Merci beaucoup. Merci. En arrivant, en marchant pour venir ici, on marchait avec Pérouse et Somaïl. Pérouse m'a dit que j'ai dit encore ici, il m'a dit la violence a plusieurs faces et la résistance aussi, les résistances aussi. Donc, comme c'est très riche et les solidarités aussi. Je veux dire que, vous voyez, le collectif Solidarité pour la Sélé qui organise ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça vraiment? Maintenant, c'est plus passer à Guillaume. Parce que la solidarité ne veut pas dire seulement donner à manger, des choses. Mais non, moi je suis une militante et je veux continuer à lutter et j'ai besoin des guides aussi. Parce que vous n'avez pas les mêmes ressources que dans votre pays. Donc, à un moment donné, avec le collectif de Solidarité Lyonnais surtout, mais aussi les autres collectifs, comme on est camarades, on partage les mêmes luttes. La solidarité aussi, c'est pour pouvoir continuer les luttes ici ou ailleurs. Et je suis très contente de ça. Guillaume, il fait partie de cette collectif de solidarité. Mais avant tout, c'est après Freka, les deuxième personne que j'ai connue le premier à Lyon. Et je n'étais pas encore, j'étais juste déménagée en 2012, j'étais juste venue en France. Et je ne connaissais rien, etc. Il avait fait une interview avec moi sur Silence. Et après Silence, c'est devenu un peu ma maison. Ma maison, c'est différent, c'est difficile de dire, mais tu as besoin de sentir que moi, je me sens ici, en tout entier, bien. Et parce que tu lis l'écologie sociale
avec le féminisme, avec la non-violence, etc. Je dis que vraiment c'est anti-violence ça. Et donc depuis on est amis, on est camarades, on a fait plusieurs choses ensemble. Et lui c'est une des personnes plus modestes que j'ai vues, parce que quand tu lui dis que, alors raconte, tu dis quelque chose sur toi, sur ta biographie, je travaille au silence, il ne dit rien, il fait plein de choses mais il ne dit rien du tout. Donc il fait partie du MAN, du mouvement pour une alternative pour la non-violence. Et il est éditeur, n'est-ce pas, en silence? Rédacteur, pas éditeur, rédacteur, je confonds les mots. Et il travaille actuellement à la publication de recueils de textes sur les résistances civiles en Syrie. Et alors, moi j'avais remarqué quelque chose. Quand j'étais venue en France, quand je donnais des conférences, je disais tout le temps, chez nous il y a beaucoup de convergence, il y a beaucoup de solidarité entre les groupes, ici je ne trouve pas beaucoup, etc. Mais tout le monde parle à partir de ses expériences, je pense, à partir de ses expériences, de ses rencontres. Depuis, j'ai touché partout en France, je fais comme faire l'amour. Parce que tu touches partout, tu n'es pas toujours dans le bras ou dans le... Tu touches, et c'est génial, parce que partout, depuis 1 année, 2 années, je rencontre des groupes, des résistances, mais très locales, ou c'est un réseau qui se met en place, et j'ai rencontré plein de fourmis, plein, mais qui ne sont pas médiatiques, mais qui travaillent pour la longue durée. Donc, Guillaume, et maintenant, on ne peut pas parler seulement de Syrie, Turquie, on ne peut pas faire... et maintenant, oui, la France est un état policière, il y a plein de choses qui se passent maintenant, et comment on peut résister, comment on résiste avec des méthodes alternatives. Voilà, je ne sais pas si... ma question... Oui, d'accord. Effectivement, Pinar m'a demandé de plutôt parler des résistances et des alternatives ici en France. Et c'est en particulier... alors le micro, est-ce qu'il marche? Est-ce que tu veux ça? C'est bon là, ça marche ou pas? Ouais. Et... Ah pardon, merci. Bah, je sais pas si ça... Ouais, ça va mieux là. Je pense que ce sera particulièrement utile pour les personnes qui vont ensuite suivre ce débat dans d'autres langues et qui connaissent moins la France. Et peut-être que des personnes ici connaîtront certaines des luttes que je vais évoquer. Donc c'est dresser un très rapide tableau d'un certain nombre de résistances en France qui sont plus ou moins non violentes. Alors, je commencerai par les très nombreuses résistances qui ont lieu autour des grands projets inutiles et imposés, c'est-à-dire l'ensemble de ces méga-projets d'infrastructures qui sont imposés par l'État et par de grandes entreprises un petit peu partout, que ce soit des autoroutes, des supermarchés, des parcs d'attractions, des barrages, etc., qui se font, je vais y venir, des aéroports, ils sont souvent contre l'avis des populations locales, ils nécessitent souvent d'expulser des paysans, de détruire des espaces naturels, des forêts, etc. Il y a quelques années, on en avait recensé plus de 100 en France où il y avait des luttes importantes, et évidemment la lutte la plus emblématique, c'est celle de Notre-Dame-des-Landes, donc près de Nantes, où il y a une forte mobilisation depuis très longtemps contre le projet de deuxième aéroport de la ville, avec un collectif très large qui s'est constitué, des citoyens, des associations depuis très longtemps, mais également des paysans sur place et dans la région qui rentrent en résistance, et depuis quelques années aussi des personnes, souvent assez jeunes, qui sont venues s'installer sur le terrain du projet d'aéroport pour y vivre, pour y cultiver, etc. Ceux qu'on appelle les zadistes de zones à défendre, ZAD. Voilà, donc ce sont des sortes de mini-territoires un peu plus ou moins libérés et un peu autonomisés, et ce qui dérange beaucoup l'État. Et ces ZAD, ces personnes qui occupent des territoires aujourd'hui se retrouvent dans de nombreux terrains, dans de nombreuses régions de France. Voilà. Avec un mélange souvent entre des méthodes d'action proprement non violentes et puis d'autres qui ne sont pas non violentes, et une tentative de coopérer au mieux entre ces différents acteurs.
Alors parmi ces grands projets inutiles et imposés, on pourrait aussi citer, mais là je ne fais que les citer, toutes les luttes contre les gaz de schiste, avec des dizaines de collectifs dans de nombreuses régions, avec souvent des personnes qui n'étaient pas forcément politisées au départ et qui mettent en place des résistances déterminées. Et pour Notre-Dame-des-Landes et pour les ZAD, j'oubliais de dire aussi qu'il y a de très nombreux collectifs de solidarité locaux, et notamment un collectif de solidarité à Lyon, comme nous sommes à Lyon, qui sont très actifs. Je passe à d'autres types de luttes très rapidement. Toutes ces luttes qui utilisent spécifiquement la désobéissance civile non violente, c'est-à-dire ces activistes qui agissent en désobéissant à une loi et qui revendiquent leurs actes devant les tribunaux. Donc ça se fait autour de nombreuses thématiques, par exemple les faucheurs volontaires contre les plantes génétiquement modifiées, contre les OGM, qui souvent viennent détruire les champs et les expérimentations de plantes. Des boulonneurs de publicité qui inscrivent des messages sur des panneaux publicitaires, des actions contre l'arme nucléaire de la France et contre le salon de l'armement Eurosatori, des actions de diffusion de semences, une action aussi récente contre, il y a quelques mois déjà, à l'Office du tourisme de Turc à Paris, où des activistes avaient jeté du faux sang à l'ambassade, et l'un d'entre eux a été jugé il y a quelques jours. Voilà, donc pour donner quelques exemples de désobéissance civile non violente, un autre pan très important actuellement, très dynamique, c'est toutes ces actions autour du climat. Donc les mobilisations autour du climat qui se sont constituées, qui se sont formalisées autour de Alternativa et puis de ANV COP21, Action non violente COP21, avec des villages des alternatives pour essayer de mettre en valeur toutes les alternatives possibles pour essayer de faire face au changement climatique, le blocage d'un sommet pétrolier dans le sud-ouest au début de l'année 2016, d'autres blocages de mines de charbon en Europe, et puis aussi des actions assez originales, assez humoristiques également, ce qu'on a appelé les faucheurs de chaises, qui sont donc venus par groupe dans certaines banques qui pratiquaient l'évasion fiscale afin de dénoncer cette évasion fiscale et de dire que cet argent qui échappe à tout le monde serait mieux utilisé pour le climat. Il faut aussi, on peut citer la lutte contre le TAFTA, il y a eu une manifestation importante nationale aujourd'hui, et puis on ne peut pas passer sous silence le fait qu'aujourd'hui nous vivons sous état d'urgence, et que donc nous sommes dans une situation qui pèse énormément sur la répression, qui criminalise les opposants, avec aussi un climat assez délétère de stigmatisation des migrants, des musulmans, etc. Donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'on doit agir. Et je terminerai simplement en disant que, au-delà des résistances, j'en ai cité quelques-unes, il y en a de nombreuses autres, et notamment des résistances féministes que je n'ai pas détaillées. Il y a aussi les alternatives, donc c'est-à-dire les nombreux collectifs, coopératives, etc., qui se créent. Alors, ça peut être des collectifs de vie qui se créent à la campagne, avec souvent une dimension paysanne et un ancrage local. Ça peut être des coopératives de travail, de consommation, etc. Voilà, et on peut dire que j'ai remarqué que le monde paysan joue un rôle assez souvent important dans le renouveau de ces alternatives et de ces résistances, parce que je crois qu'il y a un lien avec un ancrage local et un lien à la terre. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin pour le moment. Alors voilà, ma mission était difficile parce que toutes les interventions étaient très très importantes. Mais on avait fait une réunion, ils m'ont demandé et maintenant on est 8 heures. Très bien, j'ai bien travaillé. Et merci beaucoup. Mais aussi, je veux dire à Guillaume que maintenant on vit dans une époque de communication, médias, etc. Et la visibilité est plus importante qu'exister. Même si tu n'existes pas, si tu crées la visibilité, c'est comme si tu existes. Mais ce que j'ai remarqué en France depuis quelques temps, c'était la même chose en Turquie, il y a plein de groupes qui ne veulent pas être très vite médiatiques, mais qui existent
C'est pour cela que j'ai senti que c'est comme des fourmis. Et ce type de travail, ce type de lutte, on a besoin du temps aussi, comme les chansons de notre temps de l'Inde. C'était comme un peu du temps pour cultiver. Oui, et on a besoin de cultiver notre utopie aussi. Donc, je vous donne la parole. Notre ami Yavuz, il est là. Peut-être si vous avez des questions d'abord pour lui, parce qu'il m'avait dit qu'il ne peut pas attendre beaucoup, comme il ne connaît pas la langue. Et si vous avez des questions à lui, d'abord vous pouvez lui poser. Et après, on va continuer, vous pouvez contribuer aussi. Voilà. Et une petite chose encore, je sais que c'est difficile, c'est pas bien d'unir toutes les différentes interventions dans 2 heures comme ça, mais nous avons voulu faire un commencement tout court, mais qui va continuer. Donc, c'est pas, on va